Olivier Paréja, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montigny-le-Bretonneux, commune voisine de la vôtre, puisque vous êtes élu à Guyancourt, au sein du conseil municipal, élu aussi à Saint-Quentin en Yvelines. Et puis vous êtes l'ancien responsable départemental d'Europe Écologie Les Verts. C'est tout récent. À fait. Ouais, c'est tout récent. En fait, ça fait 4 ans maintenant que j'étais responsable départemental d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est pour moi un peu le temps de passer à autre chose, de changer un petit peu de type d'investissement politique. On va s'attarder un petit peu sur ça. Ça veut dire déjà que vous quittez Europe Écologie Les Verts ou pas du tout? J'ai aucun... comment dire, le programme d'Europe Écologie Les Verts, les convictions écologiques, ça j'ai absolument pas changé. La question que je me pose, et c'est une interrogation aujourd'hui, c'est la forme parti politique. C'est-à-dire que si on prend par exemple les dernières législatives, on se rend compte que malgré la multiplicité des candidats, sur les circonscriptions ici, on en avait entre 13 et 15. Donc il y avait vraiment une offre politique classique énorme. Et finalement, il y a la moitié des gens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc ça interpelle sur le fait que finalement, cette forme-là a peut-être ses limites. Je vois aussi quelque chose qui m'a fait, moi, réfléchir, c'est les dernières élections sénatoriales, par exemple, où finalement, on voit que la logique des partis politiques qui n'arrivent pas à s'entendre, chacun pour exister, font qu'on n'arrive pas à avoir un sénateur ou une sénatrice de gauche dans les Yvelines. De gauche depuis les dernières élections. Et alors que finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Parti socialiste qui n'a pas réussi à s'entendre avec les écologistes, présentait Sandrine Grand-Gambe, qui finalement, quelques semaines après, se retrouve dans le même groupe à la région. Enfin, il y a des logiques d'appareil. Il y a des logiques d'appareil qui, moi, me semblent aujourd'hui à la fois difficiles à suivre, enfin pour moi personnellement bien sûr, et on voit bien qu'une grande partie des gens ne se retrouvent pas là-dedans. Donc je pense que il faut essayer de trouver une autre forme. Il y a des choses très intéressantes qui se passent dans certaines villes avec beaucoup plus de participation citoyenne. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque lorsque vous avez rallié Europe Écologie Les Verts? C'était en 2009. Voilà, c'est ça, 2009-2010. C'était l'époque où tous les écologistes s'étaient rassemblés. Donc on retrouvait aussi bien Daniel Cohn-Bendit, José Bové, Eva Joly, on trouvait des proches de Nicolas Hulot comme Pascal Durand ou Jean-Paul Besset. Donc il y avait vraiment, et en particulier au niveau des européennes de 2009, un vrai rassemblement de tout un tas de personnalités, pas toujours exactement sur les mêmes positions, mais qui avaient vraiment un corps, une idée commune autour de l'écologie. Et ce mouvement-là était très ouvert et rassemblé bien au-delà de la frontière de ce qu'étaient à l'époque les Verts. Donc moi je suis rentré dans cette dynamique-là qui existait au niveau donc européen, national, régional, puisque ça a été l'époque vers 2010, je crois qu'il y avait les élections régionales. Et même localement, les écologistes étaient vraiment ouverts de manière importante. Et on voit qu'aujourd'hui, avec toutes les péripéties, les bisbilles au niveau national, etc., on n'est plus tout à fait dans cette dynamique-là. Vous avez mentionné le nom de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui rejoint le gouvernement, qui obtient un ministère, c'est un bon signe? Même si on a vu, il a dû reculer un peu sur certaines positions, sur le nucléaire notamment. Alors, initialement, moi j'ai trouvé que c'était un très bon signe. Après 6 mois, là, et le nombre de couleuvres qu'il a dû avaler, enfin, je ne pense pas qu'il ait été convaincu sur tous les changements, que ce soit le changement de la position de la France sur le glyphosate, par exemple, au niveau européen, qui est quand même un pesticide qui empoisonne les aliments, sur son recul sur différents sujets, sur le nucléaire, sur des choses comme ça. J'ai du mal à comprendre. J'espérais qu'il puisse, lui, par sa personnalité, son aura, arriver à faire bouger plus les lignes. Et on voit que non, on retombe dans les mêmes schémas que précédemment, les mêmes schémas que les septennats précédents, finalement. Vos combats à vous, on va en parler à présent, et notamment cette ligne 18 à Saint-Quentin en Yvelines, parce que vous êtes l'un des rares élus, si ce n'est le seul, à vous opposer à cette ligne 18, le passage par Saint-Quentin en Yvelines. Ligne 18, c'est ce super métro de Paris vers Saclay, pour faire simple, et qui passe par Saint-Quentin. Il serait menacé pour des raisons budgétaires notamment. Les élus des différentes agglomérations, pas uniquement Saint-Quentin, aussi Versailles, se mobilisent. Vous aussi, vous êtes mobilisés, mais pour que cette ligne ne se fasse pas. En fait, le principal sujet, c'est qu'elle est surdimensionnée. C'est-à-dire qu'il faille un transport
et reste à définir sa forme. Est-ce que c'est des bus à haute qualité de service? Est-ce que c'est un tramway? Pour relier Saint-Quentin-en-Yvelines au plateau de Saclay, à Massy et éventuellement à Orly, nous, on est bien sûr pour ce genre de transport en commun. Et le fait qu'il y ait un TCSP, transport en commun en site propre, donc des lignes dédiées pour le bus sur le plateau, sur le long de la départementale 36, c'est quelque chose pour lequel on milite depuis des années. Donc l'idée, c'est pas de transport, c'est simplement quand on nous met une infrastructure qui va coûter extrêmement cher et qui est capacitaire pour 300 000 personnes ou 400 000 personnes par jour, alors que les prévisions disent qu'il n'y en aura que 100 à 150 000, on se demande quel est l'intérêt de mettre une infrastructure aussi lourde. Néanmoins, il faut anticiper aussi. Tout à fait. Mais l'anticipation, c'est quoi? Nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'une fois que cette infrastructure très lourde sera en place, la région parisienne, les villes nouvelles, quand elles ont été créées dans les années 80-90, elles n'étaient pas dans la continuité urbaine de Paris. Et l'histoire, c'est que Paris, enfin la métropole urbaine de Paris, s'étend, a rejoint toutes les villes nouvelles autour de Paris. Et maintenant, la question est-ce qu'on continue avec la même logique que dans les années 70-80, ou à un moment on dit, ben non, il faut peut-être un autre aménagement du territoire et laisser des terres agricoles sur le plateau de Saclay. On est obligé de faire venir des camions, on est obligé de faire venir de l'alimentation de très loin, alors qu'on a des terres agricoles tout près, donc préservons-les. Après, il y a quelque chose qui nous paraît aussi évident, c'est que la ligne 18 est la dernière du Grand Paris Express. Donc c'est celle qui, en nombre de voyageurs transportés par rapport à son coût, est la moins évidente. Et ça avait été signalé par de nombreux rapports. Et donc, à un moment, c'est un peu évident que ça va être le fusible. Et donc, plutôt que de continuer à se battre pour dire il nous faut en 2030, voire 2024, mais là personne n'y croit, c'est vraiment. Donc, qu'en 2030, on ait ce métro lourd, mettons, au lieu de mettre 3-4 milliards pour faire ce métro lourd, mettons des centaines de millions pour améliorer les transports d'aujourd'hui qui serviront aux gens tous les jours pour aller éventuellement sur Paris, sur Versailles, sur Massy. Mais mettons de l'argent qui servira l'année prochaine ou dans 2 ans, quoi. Il y a plusieurs combats dont on pourrait parler aussi, parce qu'on est juste à côté du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous étiez opposé aussi à la création de ce vélodrome. Tout à fait. Et le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est quelque chose qui est un vélodrome national en France. Oui, pourquoi pas? Mais c'est pas un problème en soi. Simplement, pourquoi la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est le principal financeur de ce vélodrome? Pourquoi ça va nous coûter plutôt 4 à 5 milliards tous les ans, millions tous les ans, pardon. Oui. Avec le métro, c'est des milliards, mais là, le vélodrome, c'est des millions. Restons à des millions. Donc, va nous coûter 4 ou 5 millions tous les ans à nous, Saint-Quentinois, pour avoir une installation d'intérêt national. C'était à l'État ou à la Fédération de cyclisme de financer cet équipement-là. En plus, il y a les Jeux Olympiques. On voit les Jeux Olympiques, il y aura des retombées aussi pour le territoire. Alors les retombées sur le territoire, on voit les lois qui sont en train de passer ou toutes les exonérations de TVA, la publicité qui va être organisée par le comité olympique mais absolument pas locale. Les retombées locales, bien sûr, il y aura un peu sur les hôtels, etc. mais l'agglomération n'en est quand même pas remplie. Les retombées locales vont être assez minimes sur l'agglomération. Là, on parle quand même d'une dette qui va durer pendant presque 30 ans. Et votre profession, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes ingénieur automobile. Exactement. Automobile qui n'a pas toujours bonne presse en ce moment, pour un écologiste en plus. Effectivement. On a chacun ses limites ou sa schizophrénie. Donc en fait, effectivement, je travaille depuis des années comme ingénieur et aujourd'hui, on ne va pas se passer des automobiles demain, donc j'ai encore quelques années de travail. Et puis... Une automobile propre, voilà. Après, oui, automobile propre. Après, quel est le modèle? Est-ce que c'est des voitures individuelles? Est-ce que c'est de l'autopartage? Est-ce que c'est du transport en commun? On parlait de l'écologie. Il n'y a pas que l'écologie dans votre combat. On peut aussi peut-être parler du soutien à la Palestine. Vous êtes assez actif dans ce domaine? Tout à fait. J'y étais encore il y a quelques semaines. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en y allant. Je pense que beaucoup de gens en France ont une sympathie pour le peuple palestinien et en se disant après on comprend pas trop ce qui se passe, etc. Je pense que c'est la majorité des gens en France. Et moi j'ai eu l'occasion d'y aller pour voir ma famille qui travaillait pour la Croix-Rouge sur place.
Et là, je me suis rendu compte, sur place, en voyant ce que subissaient les Palestiniens, les Palestiniennes, tous les jours, l'oppression militaire et vraiment les restrictions de droits, mais complètement incroyables, qu'on peut voir sur place. Et de ce voyage qui a eu lieu en 2010, je crois, je suis revenu convaincu qu'il fallait expliquer qu'on ne pouvait pas laisser le statu quo actuel, qui en fait est un statu quo complètement déséquilibré, c'est-à-dire c'est une armée qui occupe un pays, qui est aux marges d'être reconnu, puisqu'il est déjà observateur à l'ONU, donc c'est pas une invention de toute pièce, donc un pays qui est aux marges d'être reconnu et qui est complètement occupé par un autre. Et cette chose-là n'est absolument pas dénoncée, ou pas au niveau où enfin, je pense que la compréhension que moi j'ai eue en ayant la chance d'aller sur place, il n'y a pas grand monde ne l'a, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie que ça soit Vous connu. vous êtes aussi engagé dans ce domaine. Tout à fait. Pour terminer cet entretien, un questionnaire rapide. Votre livre de chevet, actuellement? Alors, comment il s'appelle? C'est les utopies réalistes, donc qui réexpliquent des choses passionnantes. Comment, par exemple, Nixon a failli mettre en place le revenu de base aux États-Unis. C'est quand même assez incroyable. Ou comment, en ouvrant les frontières, on pourrait générer de l'activité économique plutôt que de les fermer et de dépenser de l'argent à empêcher des gens qui ne peuvent pas vivre correctement dans leur pays de venir chez nous. Donc ce livre-là. Et l'autre livre que j'ai en ce moment, même s'il est sorti il y a quelques années, c'est celui de Martine Debiès, La Terre précieuse, qui est sur l'histoire des agriculteurs du plateau de Saclay et comment l'agriculture sur le plateau s'est transformée, comment se sont implantés des centres de recherche, comment les associations comme Terre et Cité, etc. sont venues sur le plateau de Saclay. Voilà, c'est les deux livres qui... Vos deux livres de en ce chevet. moment, La musique que vous écoutez en boucle? Principalement du jazz, donc avec des gens qu'on a pu voir par exemple ici au Prisme, comme Avishai Cohen. Tout ça reste très local, aussi bien dans la littérature que pour la musique. Enfin, Avishai Cohen, en tout cas, avec un lien en tout cas avec le territoire. Tout à fait. Oui, non, mais c'est juste pour souligner la richesse qu'on a sur le territoire, de pouvoir aller soit au Théâtre National, au Prisme, etc., pour voir des pointures d'envergure internationale sur ce. Et le dernier film que vous ayez vu? Alors le dernier film que j'ai vu, je vais beaucoup au théâtre local, vous venez de le dire. Le dernier film, ça vous a pas marqué en tout cas? Si, ça doit être 120 battements cet été, ça doit dater d'un moment. Oui. Merci Olivier Pareja, militant écologiste qui reste engagé, même si vous prenez un petit peu de recul, vous nous l'avez expliqué, avec la formation politique, avec Europe Écologie. Merci à vous. Merci.